Belle feinte contre Ward. Semaine, Tipu. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe à la tête. C'est ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois, il réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, élevé! C'est quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Anthony Verret du Cool FM de Saint-Georges dans une dizaine de minutes. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Il y a eu de l'action, des bons matchs là, en fin de semaine? Oui, il y a eu des bons matchs. Ça a été. En fait, il y a des matchs qui ont été serrés, il y en a qui ont été un peu moins, mais oui, en règle générale, là, ça a été des bons matchs. Puis, on a aussi une très, très grosse fin de semaine qui s'en vient là, avec 7 matchs en fin de semaine prochaine aussi. Fait que ça bat son plein, le classement qui commence à... Ben, on pensait qu'il commençait à se placer un peu, mais là, ça s'est resserré en plus au top du classement. Fait que c'est excitant, ça. Ouais, pour vrai. Puis, je fais une parenthèse, là, j'ai fait le petit tableau du classement tantôt, là, mais la semaine dernière, j'ai remarqué que les Marquis étaient avant-dernier au classement, puis là, après la fin de semaine, ils sont rendus deuxième. Ouais, c'est même depuis le début de la saison. Ça ne change pas, là. Ouais, c'est ça. Puis Tedford, je pense qu'ils étaient deuxième, ils ont descendu 4. Tedford, ils ont bien des matchs en main, puis tu sais, ça. Ils n'ont pas joué de game en fin de semaine passée, là, je pense. Bon, ils ont joué un match, ils ont récolté un point, ils ont perdu en prolongation dans une fin de match folle à Laval, mais oui. Donc, ouais, c'est ça. Le classement qui est très serré, encore une fois. Exact. Puis sinon, on va dire salut aux gens qui sont déjà là, qui ont écrit Sarah Pilote, Sarah avec qui j'ai travaillé dimanche. J'ai annoncé, il y avait un match à Sarah-Tracy au Cardin, puis oui, contre le cancer, que j'ai annoncé à la radio avec l'aide de Sarah Pilote là, qui était à la console dans le studio, donc je la salue. Très belle initiative d'ailleurs. Yann Gaudreau qui dit bonsoir les gars, Stéphane Bailey, salut messieurs, Emmanuel Gagnon, salut les boys. Donc, merci à tout le monde qui est fidèle au rendez-vous. Si on y va avec les nouvelles, je vais partager le podcast en attendant. Je vais commencer avec les bonnes nouvelles, disons. Il y a eu le retour, pas le retour, l'hommage, excusez-moi. C'est pas le retour de Joël Thériault, c'est un hommage. L'hommage à Joël Thériault, là, vendredi soir à Laval, qui a été vraiment bien fait, c'était beau. Tout le monde qui était là, la présentation qu'il y a eu, les cadres avec le chandail, même la bague de, dans le fond, je pense que c'était la bague du championnat de 2012, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai essayé de comprendre un peu en écoutant l'hommage. C'est écrit bague égarée, là, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que cette année-là, si je me rappelle bien, Joël avait commencé l'année, mais il ne l'avait pas nécessairement fini. Fait que, il avait comme participé à l'équipe, mais je ne pense pas qu'il était là quand il avait gagné pendant les séries. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, ça, c'est juste des suppositions, là. Mais c'est ce que je me rappelais de cette saison-là un peu. Puis sinon, tous les anciens joueurs qui étaient là, c'était le fun à voir, là. Pardonnez-moi si j'en oublie, là, mais Mathieu Benoît, Paul Chance. Quelques photos là, comme ça. Oui, Jamie Linos, Louis Bédard, justement, sur la photo. Ben Deschamps, qui est analyste au match des Pétroliers, Martin Larivière, qui j'avais supposé qu'il va peut-être être là, vu que le Cool FM ne jouait pas cette soirée-là. Éric Doucet, Mathieu Benoît sur la photo, Doucet, ancien capitaine des Éperviers, qui a son chandail retiré à Sorel. Nick Pelletier, le gérant de communication à Laval, puis Éric Laplante, qui a déjà joué avec Joël également. Et voilà, Joël, le principal intéressé avec son fils. Eh oui, son fils. C'est ça, on ne savait pas c'était qui, mais tu sais, c'était comme si
son fils, il a tellement l'air shapé. C'est comme si c'était un ancien joueur ou un joueur comme actuel qu'on ne connaît pas. Ben non, c'était son fils. Puis, je me rappelle en plus, il avait dit, Joël, quand on l'a eu au podcast l'année passée, que lui, son fils, c'était comme les histoires de bataille de son père, comme au hockey et tout ça, comme il s'en foutait un peu. Mais je pense qu'il a dû, vraiment apprécier là, de voir à quel point son père est apprécié dans le domaine du hockey senior, puis comment il est vénéré quasiment. C'est pratiquement à ce point-là. Fait que, non, c'était vraiment un bel hommage. Puis je pense que il y a eu l'entrevue avec Joël Thériault après le match, puis vraiment, le match était vraiment à la hauteur d'un hommage à Joël Thériault. Ça a commencé avec un très bon combat. Cédric Labelle contre Sébastien Laferrière, mais le match, ça a joué serré, il y a des bonnes mises en échec, ça a joué robuste, puis ça finit que l'équipe locale marque avec 5 secondes à faire en troisième période pour égaler le match, puis va chercher ça en overtime après. Fait que c'était une belle foule en plus, je pense que c'était au-dessus de 1600 personnes qu'il y avait là. Fait que c'est un peu un scénario rêvé pour un match de la sorte, là, un hommage de la sorte à une légende. Fait que vraiment, chapeau ben, j'ai pas le nom, là. Je pense que toi, là, j'ai un blanc sur le nom de la personne qui est à l'origine de l'organisation, mais chapeau à lui et à l'organisation des Pétroliers du Nord. Dans le fond, c'est Jean-François Auclair. Puis pour la petite histoire, il y a eu un article là, qui a été publié là, sur la Ligue à propos de cette soirée-là. Pour expliquer un petit peu. Puis, il n'y avait pas les commentaires là, de Jean-François Auclair qui étaient malheureusement dans le bois. Puis, il n'y avait pas comme Internet le téléphone. Là, fait que, il m'a écrit ses commentaires un petit peu par rapport à l'organisation. Okay, il était un des initiateurs, co-organisateurs avec l'organisation des pétroliers. Mais Jean-François disait « Joël est un très bon ami. J'ai voulu lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour les spectateurs et pour la LNH. Tellement de belles soirées grâce à Joël. C'est important pour moi d'avoir la chance de lui dire merci. Et je peux vous dire que Joël était content et très reconnaissant. D'ailleurs, lors de l'hommage, je pense que Joël a dit qu'il avait été impressionné par l'accueil de la foule également. Donc, c'était une belle soirée vendredi. Oui, chapeau vraiment à tout le monde qui ont eu part dans l'organisation de tout ça. Une autre belle soirée qui va avoir lieu vendredi. Cette fois-ci, ça va être à Rivière-du-Loup, le traditionnel match en rose, la 8e édition du match en rose. Donc, ils font ça depuis 2014, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, les 3L qui espèrent avoir une belle foule. On l'espère. Il y a toujours une belle foule habituellement pour le match en rose également. On a déjà eu une photo là, qui a circulé là, avec l'article sur les réseaux sociaux on a déjà un peu vu de quoi vont avoir l'air, je pense, les chandails pour le match en rose. Donc, voilà, justement. Donc, je vais essayer de nommer, là, c'est Mme Danielle Amiot qui sera la présidente d'honneur pour le match en rose cette saison. Elle qui, dans le fond, fait de la région là-bas et qui s'implique beaucoup avec les organisations là, pour les organismes contre le cancer. On sait le match en rose, c'est contre le cancer du sein, c'est pour lutter contre le cancer du sein. Donc, vraiment, c'est les bâtisseurs, à leur première saison dans la Ligue nord-américaine, les chanceux qui vont avoir la chance de jouer contre les 3L avec le gilet rose. J'espère que ça va aller mieux que l'année passée, parce que l'année passée, les 3L avaient perdu par blanchissage contre le Cool FM dans le match en rose. Je leur souhaite une victoire, eux qui en ont besoin ces temps-ci. Je leur souhaite une belle victoire pour ce match-là. Puis, en plus, c'est le fun aussi parce que on sait, il y a beaucoup d'anciens 3L avec les bâtisseurs, donc ils vont pouvoir revoir un peu, peut-être avoir des souvenirs des matchs en rose auxquels eux ont participé. Puis, vraiment, encore une fois, une des plus belles choses qui se fait dans la Ligue nord-américaine qui, malheureusement, n'a pas assez de visibilité, selon moi, là, parce que quand on parle des matchs spéciaux qu'il y a dans les différentes ligues, que ce soit junior, les ligues mineures américaines, East Coast, je pense que le match en rose, c'est un des top matchs là, qui se fait. Puis, dans le fond, on se croise les doigts là, que peut-être
ça va en parler un peu plus cette saison, mais vraiment, à chaque année, c'est une belle initiative. Je voulais dire aussi, là, il y avait un petit concours par rapport à ça, je crois, pour gagner un chandail. J'ai une petite image là, pour les détails. Gagner un chandail du match, il y a un tirage là, qui est 10 $, 2 $ qui vont être remis à la Fondation pour le cancer. Donc, j'ai aussi le lien là, pour participer à ce tirage-là. Je vais le mettre dans le chat là, dans quelques secondes. Ouais, c'est cool d'avoir un beau chandail en rose. Et voilà. Donc, le lien est partagé. Donc, pour ceux qui veulent participer. Sinon, dernière nouvelle, on doit en parler puisque ça a quand même fait jaser. On va s'en tenir aux faits, mais dans le fond, il y a eu des suspensions en fin de semaine. Il y a eu quand même une grosse altercation dans le match à Saint-Georges qui a mené à 3 suspensions qui sont survenues, disons, sur la même séquence, là. Donc, il y a David Massé des Pétroliers qui, lui, a 4 matchs de suspension. Dans le fond, c'est le 4 matchs, c'est un appel automatique là, quand c'est un deuxième code d'agresseur dans la même saison. Danick Paquette, lui, la Ligue a décidé de donner 10 matchs. Ça, si je ne me trompe pas, c'est 6 matchs automatiques pour un troisième code d'agression, plus d'agresseurs, plus la Ligue qui a décidé de rajouter 4 matchs. Je sais que les Pétroliers ont émis un communiqué comme quoi les décisions ont été portées en appel. Donc, ça reste à voir si la Ligue va décider de réduire le nombre de matchs qu'il a eu. Je pense que les fans des Pétroliers aimeraient ça, voir le nombre de matchs réduits, j'en doute pas. Donc, ça reste à voir, savoir si, dans le fond, la décision qu'il va avoir suite à ça. William Breton, lui, qui a eu 2 matchs de suspension pour le coup FM, lui aussi, qui s'était vu décerner une pénalité d'agresseur là-dessus. Et puis, il y a une autre suspension qui a peut-être passé un peu plus sous le radar parce que c'est ces 3-là qui ont fait le plus jaser, là, mais dans le match de dimanche, Mathieu Guertin, des 3 qui a été suspendu un match pour une mise en échec par derrière. Donc, voilà, donc ça reste à suivre. Le dossier est encore ouvert puisqu'il y a des appels qui vont se faire entendre. Donc, ça reste à voir. Puis en même temps, je voudrais saluer aussi le communiqué que les Pétroliers ont émis parce que je pense que c'est vrai que peu importe la décision finale qui va être rendue, c'est sûr que du côté des fans des Pétroliers, on devrait, puis on veut se ranger derrière son équipe, là, puis continuer de les encourager. Les Pétroliers connaissent tellement une belle saison. On réussit là, à gagner un gros match contre l'Assurancière à la maison. Sont encore premiers au classement. Eux qui aspirent vraiment aux grands honneurs cette saison. Donc, je pense que les joueurs veulent encore avoir des belles foules. Puis, tu sais, ça vient aussi après un match qu'il y a eu une super belle foule, comme on l'a dit, plus de 1600 personnes vendredi à Laval. Donc, on va espérer que ces belles foules-là vont continuer puis que les Pétroliers, dans le fond, jusqu'au retour des joueurs suspendus, vont continuer là, de connaître du succès puis que les fans vont continuer d'être derrière eux. Là, ça, c'est sûr. Ouais. Yes. Communiqué qui a été émis là, dans les dernières heures à ce propos-là. Sinon, on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Anthony Verret. Oui, donc c'est les fans du Cool qui nous écoutent. Donc, Anthony Verret qui est prêt à se joindre à nous. Et voilà. Salut Anthony, ça va? Salut messieurs, ça va bien vous aussi? Ben oui, oui. Ça va bien. Donc, pour débuter tout ça... ça va, Dave? Ouais. Il y avait tout que je l'ai demandé, puis dans ma tête, j'étais comme... En fait, tant qu'à faire, je l'ai demandé tout de suite. Là, je voulais juste savoir, parce qu'on parlait un peu de l'événement qui s'est passé, est-ce que toi, vu que, dans le fond, tu joues pour le Cool, est-ce que je voulais juste savoir s'il y avait un mot ou une mise à jour peut-être sur Mathieu Roy? On sait que
qui a dû quitter la rencontre après cette altercation-là. Est-ce qu'on a des nouvelles dans son cas, son état de santé? On n'a pas de nouvelles, en tout cas pas de mon côté. J'ai pas vraiment de nouvelles. C'est sûr qu'il n'a pas terminé le match. Après ça, il est rentré au vestiaire, puis après la game, il a fait rapidement. Là, fait qu'on l'a pas vu bien après le match. Là. Il avait l'air quand même un petit peu amoché. Fait que non, honnêtement, j'ai pas de nouvelles pantoute. Puis là, le line-up pour en fin de semaine, j'ai pas vu encore. Fait que dans les prochains jours, on va avoir un peu plus de nouvelles là-dessus, voir s'il va jouer. Là, mais d'après moi, ça va être un petit peu de repos de son côté. Là. Et pour le line-up dans la fin de semaine, penses-tu être dedans après ta performance de 5 points samedi? Ça va dépendre de Larry. On verra bien. Ouais, parle-nous pour ça, sur une note plus positive, ce match-là, c'est quand même ta meilleure performance en carrière dans la Ligue nord-américaine, un 2 buts, 3 passes, que je sais pas, t'as-tu mangé de quoi différent avant le match ou qu'est-ce qui a fait que ça a aussi bien été, tu penses? Ouais, meilleure performance, peut-être pas, là, en termes de points, peut-être. En termes de points. Parce que ça reste que on a eu, ça a bien été quand même en général. L'équipe va bien aussi dernièrement. On a eu des bons chanceux, puis des fois, quand le momentum roule de notre côté, des fois, on pogne des petits bounces que c'est plus facile de la mettre dedans. Là. Non, je sais pas. C'est vraiment... on a une belle équipe cette année aussi. On a 6 défenseurs réguliers qui sont vraiment d'un bon dans la ligue. Fait que des attaquants de notre côté, c'est sûr que ça nous aide en masse de faire notre job plus facilement. Là. Mais non, rien de spécial. C'est bon. Vas-y. Ouais, je voulais dire, dans le fond, Anthony, on va parler un petit peu de ta carrière. On t'a dit justement en pré-entrevue, là, quand on avait des petites photos, des questions à rafale. Moi, j'avais une question pour toi. Là. Le TIF, il t'appelle tout le temps Anthony le Kid Verret. Ça vient de où, là, le Kid Verret? T'es quasiment rendu à 30 ans, puis t'appelles encore c'est ça. Kid. J'ai eu 30 ans cette année. D'après moi, c'est... Le Kid, là, ça va être à vie avec le TIF. Parce que quand je suis arrivé dans la ligue, c'était à Trois-Rivières avec les fameux défunts draveurs de Trois-Rivières. Puis, quand je suis arrivé, TIF était là. C'était un vétéran déjà de quelques années dans la ligue. Puis, d'après moi, vu que j'arrivais dans la ligue, ça a été le Kid. Puis le coach Pee-Wee m'appelait le Kid aussi. Fait que ça a resté dans sa tête. Mais c'est pas mal le seul dans l'équipe qui m'appelle de même. D'après moi, ça va rester, vu que j'ai 50 ans et plus avec le TIF. Là, pas besoin Je pensais que c'était ton surnom officiel parce que justement, c'est le TIF que j'entends tout le temps dire ça. Je pensais que c'était. J'étais surpris d'apprendre qu'il y a juste lui qui t'appelle comme ça. Ah non, le TIF, c'est le TIF. Il y a des surnoms pour tout le monde, notre TIF. Fait que là, t'as pas besoin de botox, rien. Tu vas être éternelle jeunesse. Là, avec c'est ça, exactement. Yes. Donc, si on commence peut-être là, par le commencement, ta carrière junior, tu as été repêché par les Huskies, c'est bien ça? Exactement. Si je ne me trompe pas, tu as été repêché par le DG des Bâtisseurs de Montcalm. Oui, je pense que... Oui, exactement. Je pense que c'était lui. Ben oui, avec Alex Tanguay. Maintenant propriétaire de l'Océanique, Alex. Ouais. Puis, dans le fond, parle-nous t'as-tu un souvenir marquant du draft de quand tu t'es fait repêcher, de comment tu te sentais? C'est sûr que c'est une journée spéciale, le draft junior, puis il y a tu parles avec des équipes. Moi, j'avais quand même parlé pas mal avec toutes les équipes sauf nous deux. Là. J'avais quand même une belle saison, déjà 3A. Puis là, tu arrives au draft. Moi, c'est la même journée que mon bal de finissant parce que j'étais rendu en secondaire 5. Fait que là, le draft est à Drummondville. Moi, je reste à Québec. Je voulais quand même faire rapidement pour avoir le temps de faire un petit peu des deux. À la tombale. Oui, exactement. Puis, le draft, c'est sûr qu'on se fait des idées un peu. Je veux pas, moi, je viens de Québec. Peut-être qu'à Québec, ça serait le fun d'être repêché là. Après ça, j'avais parlé avec 2-3 équipes 2-3 fois. Fait que, finalement, on se dit, peut-être que ça va être là aussi. Finalement, Rouen Aranda m'avait parlé rien qu'une fois. Dans un Tim Horton à Duplessis. Puis, en 6e ronde, ils m'ont repêché. Puis, tu sais, moi, la journée de mon draft, j'étais classé. Moi, j'étais 2e année. Je pense que le draft, ça a changé depuis ce temps-là dans le junior. Là. Moi, j'étais 2e année, puis j'étais classé comme dans les 5 premières rondes là, au draft. Fait qu'on était placé sur le tapis. Puis, à un moment donné, tu vois les gars passer. Fait que,
Rendu en fin de 5e ronde, il en reste plus bien sur le tapis, là, le monde sur les estrades. Fait que là, je commençais à regarder mes chums d'un bord puis de l'autre, puis je suis sorti un petit peu après en 6e ronde à Rouen. T'es pas le dernier sur le tapis toujours? Comment? T'étais pas le dernier sur le tapis toujours, j'espère? Ah, j'étais parti du tapis, j'étais rendu des estrades. Ok, ouais. Après la 5e, là, c'était assez. Si on parle peut-être de ta carrière junior là, en général, est-ce que tu as des moments marquants, peut-être des choses là, qui ont été pour toi importantes? Oui, ben le parcours en général, ça reste qu'on est jeune dans le junior. Les gens y oublient des fois, puis on voit même dans le junior aujourd'hui, le monde y commente sur Facebook, c'est des jeunes de 16 à 20 ans quand même. Là. Fait, de A à Z, ça a été de l'apprentissage. C'est sûr qu'au début, moi j'arrivais dans un environnement complètement différent. Je partais du Colisée de Québec avec 15 000 personnes dans les stades. Dans ma tête, c'était ça junior. Je me ramasse à Rouyn-Noranda dans l'ancienne Arena I Am Gold avec un bon 2500 personnes quand c'est full. Avec l'Arena qui était... On était une équipe en reconstruction cette année-là aussi, puis les 2 années que j'étais là. Mais ça a été pas mal c'est des choses que je pensais pas vivre nécessairement, mais juste de vivre à l'extérieur, loin de chez nous, en pension. L'équipe était quand même très soudée en dehors de la glace, parce que veut pas, il n'y a pas grand monde qui venait de là. Les plus proches de Montréal, c'était à peu près 7 heures de route. Fait que, tous les fins de semaine, les jours off, on était avec les gars. C'était vraiment des bons moments. Puis j'ai toujours gardé contact avec la famille de pension que j'avais là-bas, puis on se voit régulièrement encore. Sinon, c'est sûr que les beaux moments que j'ai vécu dans le junior, quand j'ai été échangé à Québec un petit peu plus tard. Ouais, ça, je voulais un peu t'en parler finalement. Je sais pas si c'était un rêve, là, mais vécu le rêve des 15 000 personnes dans l'aréna. Ouais, un petit peu, oui. Mais tu sais, quand j'ai été échangé, je m'étais ramassé à Sherbrooke dans le draft d'expansion. Après mes 2 ans à Rouen. Fait que quand Sherbrooke est arrivé dans la ligue, je m'étais ramassé là. J'avais joué une demi-saison. Finalement, j'avais eu quand même des commotions ces saisons-là. Ma dernière à Rouyn-Noranda, j'avais une grosse blessure. Une fracture de la joue. Après ça, j'avais eu 1 ou 2 commotions en dedans d'1 an. Fait que j'ai comme été pas laissé de côté, mais ils m'ont envoyé à Sherbrooke pour le draft d'expansion. Puis rendu au fait, je sais que Patrick avait un intérêt envers moi. Fait que, il est allé me chercher pour le reste de la saison. Puis c'est la première game à Québec. C'est sûr que c'est un feeling incroyable là, de jouer devant nos chums puis la famille. J'ai même scoré un but la première game, fait que ça a enlevé un petit peu le stress pour la suite, là, mais tu sais, jouer devant 10-12 000 personnes au Colisée dans le temps, c'était incroyable. Là. Te rappellerais-tu, mettons, la première chose que Patrick t'a dit quand tu t'es fait échanger là-bas, soit pour t'annoncer l'échange quand tu es arrivé à Québec? En fait, moi, il m'a échangé, justement, j'étais blessé, j'en revenais d'une commotion quand j'ai été échangé. Fait que là, il avait parlé avec le DG qui était Patrick Charbonneau à Sherbrooke à ce moment-là, voir si j'étais correct. J'étais supposé revenir la journée de limite des échanges, autrement dit. Fait que là, finalement, j'étais supposé jouer. Je me suis fait échanger, descendu à Québec. J'ai rejoué juste après les fêtes. Fait que j'ai pas eu de contact nécessairement pendant la période des fêtes avec lui. Mais quand je suis arrivé au Colisée la première journée des pratiques, c'est sûr que là, on a une petite rencontre avec Pat. Tu rentres dans le bureau, c'est sûr que c'est impressionnant. Là, je veux pas à Québec, on le voit depuis longtemps, là, mais je me rappelle une image que j'ai encore dans ma tête. Je rentre dans le bureau, il y avait une espèce de post-it avec je pense que c'était le numéro d'Adam Foote et Joe Sakic. Fait que c'était pas. Ça fait OK, ouais, c'est différent. Là, ça fait wow quand même. Puis justement, pendant la période des Pee-Wee, il y avait Joe Sakic, je sais pas s'il coachait un de ses gars ou peu importe, là, mais il était venu voir nos pratiques et tout. Fait que c'est quelque chose que je me rappelle, c'est sûr. Là. Mais quand même, quand on regarde, par exemple, ton élite prospect, on peut voir que ton père, Claude Verret, a joué dans la Ligue nationale aussi. Donc, tu dis impressionnant, mais t'as quand même un père qui a joué dans la Ligue nationale. Est-ce que tu l'as déjà vu? Dans le fond, moi, je suis né, je suis un faux français. Là, je suis né en France, à Rouen, puis parce que mon père jouait au hockey là-bas.
Okay. Puis après, l'année que je suis né, on a déménagé en Suisse pendant à peu près 6 ans. Fait qu'il a joué de 0 à 6 ans, je le voyais jouer, mais c'est sûr que j'ai des petits souvenirs de mes dernières années avant qu'on revienne, là, mais c'est pas mal en Suisse que je me rappelle, là, un petit peu des dernières années. Là. Mais je l'ai vu jouer un petit peu. Là. As-tu des souvenirs de, je sais pas, quand tu étais tout petit, qui t'a amené dans la chambre, voir c'était quoi? Ou t'as un souvenir de, mettons, ton premier souvenir de hockey avec ton père? En Suisse, c'est complètement différent d'ici. Là. C'est sûr que là-bas, j'avais commencé à jouer dans le hockey mineur. La première année que j'ai joué au hockey mineur, c'était là-bas. Puis il y a beaucoup de patinoires ou d'arénas que soit c'est pas couvert à l'extérieur, soit il n'y a pas de toit. Oh, Mathieu Ricard, le cousin. Ça, il n'y a pas de toit où c'est pas couvert. Fait qu'on faisait des tournois à l'extérieur des montagnes. Là, c'était vraiment. Ça, on pourra s'en reparler de ce moment-là. Mais non, c'est ça. Les premiers souvenirs, c'était ça. Puis c'est sûr que j'allais, après game, j'allais tout le temps dans la chambre quand j'avais l'occasion. Là, fait que j'ai commencé à vivre un petit peu dans le monde du hockey à travers mon père et les moments qu'il vivait. Puis ça reste que c'est un très bon joueur de hockey. Comme vous avez pu voir ses stats un petit peu. Là. Quand même des stats impressionnantes. Là. Recrue de l'année dans la Ligue américaine. Championnat compteur dans la Ligue junior majeure du Québec, quand même. Il a joué dans la Ligue nationale également. Mais c'est quand même il est au temps de la renommée du junior majeur. Fait qu'il il a fait une couple de points de plus que moi, mettons, dans ma carrière. Je voulais savoir aussi, c'est quand même un drôle d'addon, là, mais quand tu es arrivé dans la Ligue nord-américaine, tu as joué avec les Draveurs de Trois-Rivières, puis ton père a fait sa renommée avec les Draveurs de Trois-Rivières dans le temps, dans le junior majeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez parlé, que c'est un peu un bel addon? Ah ouais, c'est sûr. C'est un drôle d'addon parce que moi, finalement, je me suis ramassé à Trois-Rivières, puis je pense qu'il avait fait un événement justement avec les anciens Draveurs. Je ne sais pas si c'était le fameux Bergy qui est toujours là dans les événements là, des Draveurs. Puis, non, c'est sûr que c'est un drôle d'addon. Puis, il me semble, là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que j'avais le même numéro en plus que lui avait. Là, puis ça, c'était un addon. Puis je n'ai pas demandé de numéro quand je suis arrivé là. Ils m'ont donné un numéro, puis ça a été ça. Là. Mais non, c'est sûr que c'est un drôle de moment. Il y avait justement, c'est Sarah Pilote qui demandait ton numéro de chandail s'il y avait une signification. Ça, c'est Ben Lausier, notre trainer au Cool FM qui l'a choisi. Puis, ça, j'avais pas vraiment de numéro en particulier. C'est sûr que j'avais toujours eu un numéro qui finissait par 1, normalement. Fait que je pense qu'il avait checké mes anciens. Il m'avait dit ça à un moment donné, là, il check un petit peu notre profil, nos anciens numéros, puis il essaie de trouver de quoi qui fit. Là. Fait que j'ai pas rien en particulier, mis à part ça. Là, je suis pas superstitieux tant que ça. OK. Donc, ensuite de ça, si on revient un peu, tu as eu ton stage junior. Après ça, tu t'es dirigé vers le hockey universitaire avec l'Université de Trois-Rivières. Justement, encore joué à Trois-Rivières dans le Colisée où est-ce que ton père avait joué. Mais parle-nous un peu de ça, de tes 3 années à l'Université de Trois-Rivières. Tu as quand même connu des belles saisons là-bas. Je pense que c'est une place que tu as connu du succès. Oui. Honnêtement, ça a été... on a gagné la Coupe 2 fois au championnat canadien. Puis, honnêtement, oui, le junior, c'est peut-être le wow quand on est jeune parce qu'il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de monde qui suivent ça aussi. Puis, c'est un objectif qu'on se donne quand on est jeune de jouer junior majeur et tout ça. Mais avec le recul, les plus belles années que j'ai eues de hockey en termes avec une gang de chums, tout ça, c'est vraiment au pass à Trois-Rivières. On avait premièrement des méchantes bonnes équipes. Puis, j'ai retrouvé un petit peu le plaisir de jouer que j'avais peut-être perdu niveau confiance dans le junior. Fait que j'ai comme repogné une dose de confiance offensivement. Fait que ça a été vraiment des belles années. Puis, la différence que je dirais avec le hockey universitaire puis le hockey junior, on était 20 Québécois dans l'équipe. C'était pas des gars qui venaient un petit peu de partout. Puis c'était 20 gars aussi avec un objectif qui est sensiblement le même.
on n'est pas fou. On sait qu'on ne jouera peut-être pas dans la NHL quand tu joues universitaire au Canada. Là. Fait que c'est pas des gars qui étaient selfish à dire en junior, veut pas, c'est une business quand même un petit peu plus que. Il y en a qui poussent un petit peu plus avec les agents, etc. Puis il y en a qui ont plus de talent aussi, puis c'est tout à fait correct. Là. Mais universitaire, tu sais, le côté équipe, côté l'entourage dans lequel on est, là, c'était vraiment des belles années que j'ai vécues à Trois-Rivières. Tu as joué aussi avec beaucoup de joueurs qui sont dans la Ligue nord-américaine présentement. Là. Vite de même, là, Marc-Antoine Gélina, Tommy Tremblay à Sorel, Marc-Olivier Mimard. Marc-Antoine Gélina, l'autre que je le dis, c'était même un peu d'Annick Malouin, Pierre-Olivier Morin, si je cherchais, mais est-ce que c'est toujours quelque chose un peu que, je sais pas, là, quand vous jouez contre, que vous arrivez sur un face-off, quelque chose que, tu sais, j'imagine, vous faites c'est sûr. Quelque chose comme ça. C'est sûr, dans le Malouin, on a été colocs ensemble pendant 3 ans. Fait que, ça reste que c'est un de mes bons chums à cette heure. Il y en a qui ne sont pas contents de l'entendre, là, mais c'est un de mes bons chums quand même. Tu brises la magie. C'est ça. Je sais qu'il va être capable de me slasher pareil, puis moi aussi, je vais être capable de slasher pareil. Mais non, c'est sûr que c'est un de mes bons chums. Mimard aussi, on a joué sur la même ligne pendant 3 ans avec Tom Giroux de l'autre côté. Fait, c'est sûr qu'on a créé des choses, on a eu des moments ensemble qu'aujourd'hui, on se rappelle encore. Puis, quand on se voit, on est super content de se voir. Là. Quand j'ai vu qu'il recommençait à jouer un petit peu, justement, on a joué contre une couple de semaines à Montcalm. Je suis content de le voir, c'est sûr. Là. Mais non, il y a beaucoup de gars, effectivement, là, qui vont pro après en Europe, principalement, ou bien sinon, pas, la plupart sont quand même draftés dans la Ligue nord-américaine. Là. As-tu peut-être une petite anecdote là, sur tes 3 années de coloc avec Danick Malouin? Hey boy! Une anecdote? Qu'est-ce que vous faisiez de vos vendredis soirs? Je ne sais pas si vous en reveniez toujours chez vous la fin de semaine. Là, mais... ça dépendait des fois. Là. C'est sûr que Dan, lui... c'était un moineau. Lui, on l'appelait, parce qu'on restait moi, Tommy Giroux puis Dan. Fait que Dan, quand il se levait le matin, lui, il commençait l'école à 8h30. D'autres, ça faisait 45 minutes qu'on était levé 1 heure. Lui, c'était à 8h22, il se levait, pognait un yop, pognait un cocon, puis s'en allait à l'école. L'école était à côté, là, à Trois-Rivières, c'est pas si gros. Sur le campus. Puis il y avait, le bon Dan, il y avait son fameux kit d'exposé oral qu'on appelait. Je sais pas pourquoi il mettait ça. Il y avait une espèce de jogging avec les manches coupées ou je sais pas trop quoi, là. Quand il se levait avec ça, on savait qu'il y avait un exposé oral ce matin-là. Puis il pognait son cocon, il était parti. C'était chic, son kit d'exposé oral. Ah non, Dan, en général, Dan, c'est Dan. On arrivait des pratiques à 5h le matin, 5h le soir, mettons. Le Dan, il se couchait sur le Lazy Boy, il mangeait son sac de chips. Puis, non, Dan, il nous a fait vivre des beaux moments. Mais justement, parlant de ça, je ne sais pas si c'est son kit d'exposé oral, mais il était derrière le banc de Sorel, je pense, en fin de semaine, une game, puis il y avait justement un petit jacket là, en laine avec pas de cardigan, pas de manche. Ah, ça se peut que ça soit ça, ça se peut. Il y avait-tu son cocon ou non? Non. C'est bon, à la source et la nage, on en apprend plus sur les joueurs. C'est bon, ça. Et puis, à Trois-Rivières, là, tu faisais des études en quoi en même temps que le hockey? J'ai fait mon bac en finance. Fait que je l'ai fait en 3 ans, 3 ans et demi officiellement. Là. Fait que j'ai fait 3 ans avec les passes. Puis quand je suis parti, il me restait comme 2 cours à la fin. Fait que j'ai terminé quand j'étais en Suisse, là, les 2 cours qui me restaient. Là. Parlant de ça, après ton passage universitaire, tu as tenté l'expérience en Europe, tu as joué 1 an en Suisse. C'était comment là-bas, jouer en Suisse, justement? J'imagine que ça devait être toute une expérience. C'est quand même une bonne ligue également là-bas. Oui, exact. Moi, j'avais signé avec Ajoie. Là, ils ont monté dans les gars. Là. Ils étaient en Ligue B à ce moment-là. Moi, c'est sûr que vu que j'ai commencé à jouer quand j'étais en Suisse, je ne comptais pas comme un importé parce qu'ils ont des règles d'importer là-bas maximum 2. Appelez-le le kid. Le kid. Je ne sais pas si le TEF il vient de se connecter, mais
J'ai demandé au début de l'entrevue pourquoi il s'appelait le Kid. Je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est juste de même. Mais non, c'est ça. Fait que je comptais pas comme des deux déportés. Fait qu'on était comme 3 Québécois quand j'étais là. Mais c'est sûr que c'était ma première expérience pro. En Suisse, c'est une belle ligue aussi. Avec les gars gagnent quand même bien leur vie aussi là-bas. C'est un pays qui est quand même assez. Qui paye assez bien quand même. Fait que ça a été une belle année. Beaucoup de. Tu rentres dans une nouvelle chambre que tu connais personne à part les 2 Québécois, que tu as passé 3 ans avec la même gang de gars pendant, c'est ça, justement, 3 ans. Là. Fait que non, ça a été des beaux moments. Tu pars sur la route, le plus loin que tu fais, c'est 3h30 d'autobus, puis tu reviens à chaque soir. Les gars, ça se fait des petits vins et fromages après game dans le boss. Là, c'est complètement différent qu'est-ce qu'on vit ici. Là. Puis, les rides de boss des montagnes, c'est impressionnant. Pas de fromage dans la vanette, là. Non, dans la vanette, non. Ben, je pense pas. Moi, je viens de Québec, fait que je prends pas la vanette, je prends rien que la bosse, là, mais c'est plus pizza Coors Light que vin et fromage. Chacun sa culture. Ouais, c'est ça. C'était une de mes questions, par exemple. Tu disais que tu étais comme un faux Suisse tantôt. Ouais, ben, c'est ça. Je suis en France, ouais. Fait que t'as-tu puis tu disais qu'en Suisse, dans le fond, tu comptais pas pour un importé. Fait que ça veut dire que tu avais la nationalité suisse. Tu canadienne probablement. T'as-tu aussi une nationalité française? Non, même pas. J'ai juste le Canada. Ah ouais? J'avais fait des démarches à un moment donné pour avoir le passeport français. Puis finalement, ça me donnait pas grand-chose de l'avoir anyway, là. Puis en Suisse, c'est juste parce que j'ai commencé à jouer là. Fait que j'avais un permis, je pense que c'est un permis de travail au hockey là, particulier. Là. Mais il fallait que je sois inscrit dans des games de hockey mineurs là-bas. Fait que moi, c'était le cas. Là. Mais je pense que maintenant, ça a changé le règlement. Là. Fait que à cette heure, les gars ne pourront plus faire ça. Là. Okay. Puis, après ta saison en Suisse, tu reviens au Québec. Qu'est-ce qui a fait, dans le fond, que tu as décidé de t'installer au Québec? C'est-tu raison familiale, emploi? Ça risque que le hockey, c'est une business. J'ai jamais fait de cachette à personne que tu te bats pour des contrats, surtout dans le pot. Là, fait que j'avais quand même une belle saison. Je jouais peut-être pas le temps glace 100% que j'aurais aimé. On en veut toujours plus anyway, là, mais j'avais eu une saison quand même pas si mal pour un Suisse. Puis finalement, l'équipe m'avait pas renouvelé à la fin de l'année. Okay. J'avais un offre sur un try-out. J'avais un offre de contrat pour une autre équipe. Potentiellement, mais finalement, l'équipe a foldé avant la fin de l'année. Fait que ça scrape le contrat. Puis là, je suis revenu. J'avais commencé à travailler à Québec. Puis là, au courant de l'été, j'avais peut-être un offre pour un try-out sur une autre équipe. Là, finalement, là, ça a commencé à être compliqué un peu. Là, puis j'avais déjà commencé à travailler à Québec. Fait que j'ai comme mis ça de côté. Puis c'est là que j'ai tourné vers le hockey senior. Là. Puis, quand tu t'es tourné vers le hockey senior, tu as comme un peu commencé ta carrière senior dans le senior 3A. Est-ce que tu avais toujours eu, quand tu savais que tu voulais jouer senior, est-ce que ton but, c'était justement de finir dans la Ligue nord-américaine ou au début, tu étais juste comme, je vais jouer pour l'équipe qui me veut? Puis moi, mon but, c'était de commencer dans la Ligue nord-américaine. Ouais. J'avais j'avais dans la tête que j'étais en masse de niveau pour jouer dans cette ligue-là. C'est sûr qu'il y a 6 équipes. À un moment donné, il n'y a pas beaucoup de spots quand même. Puis je connaissais, j'avais des chums, comme on a dit tantôt, un petit peu partout dans la ligue. Là, j'avais pas été repêché. J'avais parlé avec pas mal toutes les équipes. Mais ça c'était quand même juste de même un petit message, viendrais-tu au camp, etc. Fait que tu sais, faut que tu te fasses une tête. Tu connais pas les équipes tant que ça, tu connais pas les joueurs tant que ça, tu connais pas les DG tant que ça. Fait que je me suis dit, je vais pas une place que. Finalement, j'étais allé à Rivière-du-Loup au camp. J'avais eu un bon camp, c'est juste que finalement, il avait gardé d'autres personnes à ma place. Fait que je m'étais dit, je vais jouer 1 an, mettons, dans l'autre ligue. Puis après ça, je vais voir qu'est-ce qui arrive. Là. J'aurais peut-être pas joué 5 ans dans l'autre ligue non plus, là, mais j'ai rien contre l'autre ligue. Là. C'est juste qu'à un moment donné, c'était plus la nord-américaine que je voulais jouer. Puis après ça, finalement, à la fin de la saison, j'ai monté à Trois-Rivières. Il y avait Larry qui jouait à ce moment-là, justement, avec Tiff, avec les Draveurs.
Puis là, l'année est finie, l'équipe ferme comme on connaît. Après ça, la méga échange avec Saint-Georges, finalement, qu'on se ramasse là. Fait que c'était quoi l'échange? Ça l'a amené toi et Tiff à Saint-Georges? Ah, plus que ça, c'était moi, Tiff, Étienne Archambault, Raph Maheu, P.O. Morin, je pense. Puis c'était contre. Il me semble qu'il y avait. C'est-tu pas Coloc qui était là-dedans? C'était un échange à 8 joueurs à peu près. Là. Ça doit se trouver, ça. C'est un gros échange. Il y avait des choix. Il y avait des. Je pense que c'était pas Coloc. Il y avait dessus Fred Saint-Denis là-dedans aussi, je pense. Il y avait l'échange de. Tiff, il doit connaître par cœur. Il va vous la dire. Ouais. Là, mais... je vois l'échange de Tiff quand il s'est fait envoyer à Trois-Rivières. Parce que dans le fond, c'était rendu avec Berlin, l'échange. Ah, ouais. Ils ont peut-être perdu ça au States, les papiers de ce trade-là, je sais pas. Là. Ouais. Ah, je l'ai. Fait que l'échange officiel, c'était ouais, si tu avais raison, il n'y avait pas Coloc là-dedans. Fait que le Cool FM fait acquisition de Yannick Tiffu, Pierre-Olivier Morin, Anthony Verret, Olivier Dallaire, Maxime Sanon, les droits de Martin Larivière, un choix de deuxième ronde. À Berlin, contre Sacha Pocoloc, Ryan Sullivan, qui est encore dans la ligue, Jean-Sébastien Bérubé et les droits de Julien Brouillette, qui a joué un peu dans la ligue, là, qui avait joué un peu à Saint-Georges, puis qui a joué à 1 ou 2 saisons à Laval. Ouais, c'est ça. Quand même quasiment la moitié d'un club. Bon échange pour le coup, là, quand on regarde l'échange que 2-3 ans après. C'était un bon échange. Ah, ben ça a été, là, depuis 4 ans, 4 ou 5 ans, 4 ans, je pense que je suis là. On est quand même le même noyau à peu près, les couples de gars qui ont été tradés dans ce trade-là. Fait que c'est. Non, ça a bien tombé. Oui, puis justement, avec le Cool, parle-nous un peu, parce que tu nous l'as dit que justement, ton but, c'était quand même de t'établir dans la Ligue nord-américaine. Comment est-ce que tu as vécu ça, ta progression dans la Ligue nord-américaine? Je t'attends que tu réussisses à t'établir. Est-ce que justement, quand tu as vu que le Cool te laissait une chance puis que tu vas avoir une place là-bas, parce que tu sais, ta première saison avec le Cool FM, tu as quand même une super bonne saison. Là. 33 points, 34 matchs. Comment est-ce que tu as vécu ça, justement, de t'affirmer dans la Ligue nord-américaine? Ouais, ben ma mentalité rendu là, ça a toujours été de faire le mieux que je peux, d'essayer de prouver que je peux faire la job tant offensivement puis défensivement. Puis après ça, c'est sûr que c'est pas moi qui ai le contrôle de où c'est que je joue dans le line-up. Il y a des années que j'avais une bonne saison, que j'étais plus bon dans le line-up, là, vice-versa. Des fois, j'ai eu du PP, des fois, j'ai pas eu de PP, des fois, j'ai eu du piqué, des fois, je n'ai pas eu. Fait que ça a toujours été ça. Ben, regarde, c'est pas moi qui. Tu sais, dans le junior, j'avais un petit peu ce défaut-là de overthinker un petit peu, puis ça m'a pas aidé dans ma carrière junior. Fait que là, je suis rendu à un stade où je me dis, regarde, je vais faire du mieux que je peux, puis ils me mettront aussi qu'ils ont à me mettre, puis je vais essayer d'avoir du fun avec ça. C'est surtout de faire ma place. Tu sais, oui, je veux produire offensivement, puis bien jouer défensivement. Mais tu sais, j'ai pas une pression de dire que si à un moment donné ça fait plus, regarde, ça fera plus. Là. Je veux juste avoir du fun avec la gang puis essayer de gagner une coupe de game, c'est sûr, certain. Là. Fait que là, t'es comme un peu l'homme à tout faire là, chez le Cool FM. Là. Piqué, powerplay. Ouais. Les mises en jeu importantes. Ouais, là, cette année, je me suis découvert comme un ailier. J'avais jamais joué à l'aile de ma vie. Puis là, finalement, il y a eu des blessés, etc. Fait qu'ils m'ont essayé à l'aile avec Tiff puis Max Lacroix. Puis ça a cliqué directement. Fait que ça m'a donné un second souffle à ma carrière. Là. Non, mais j'aime ça. C'est complètement différent de jouer à l'aile versus jouer au centre. Mais tu sais, il y a des games qui m'ont remis au centre parce que peu importe le line-up qui était là ce soir-là, ben, peu importe ceux qui vont mettre comme je disais tout à l'heure, ben, l'important c'est que j'ai du fun puis que je joue puis qu'on gagne une coupe de game. Est-ce que c'est ça qui fait que tu es en train de découvrir des habiletés de sniper, le fait de jouer à l'aile? Parce que tu as quand même quand je regarde toute ta carrière, tu es en train de connaître ta meilleure saison au niveau du nombre de buts marqués. Ouais, ben oui, j'ai jamais eu confiance tant que ça à ma shot. Je sais que je suis capable de scorer,
dans un rayon assez proche. J'ai une bonne shot quand même assez précise, mais j'ai jamais été un gars qui rentrait top circle et qui scorait. J'étais plus un playmaker, un passeur. Peut-être de jouer au centre, ça amenait ça aussi. J'aimais ça passer le puck. Ben, j'aime encore ça. Là. Mais là, c'est sûr que je joue avec un centre qui est Max Lacroix. On s'entend que défensivement, je n'ai pas à m'inquiéter. Fait que je peux partir un petit peu plus sur le fly. Je sais qu'on ne sera pas dans le trouble, qu'il va m'amettre. Puis, des fois, à un moment donné, ça se met à rouler. On score 2-3 goals. Puis après ça, le momentum embarque. Là, mais je pense que c'est juste une question de confiance. Là, parce que je ne suis pas sûr que je shot plus que d'habitude ou plus que les autres années. C'est juste que à un moment donné, la confiance fait que tu prends une seconde de plus pour placer ta puck, puis ça paye un petit peu plus. Là. Si on regarde un peu le Cool FM l'année dernière comparé à cette année, l'année passée, il y a eu peut-être des nouveaux joueurs quand même qui sont arrivés avec l'équipe. Tu as parlé de Maxime Lacroix, l'année passée, c'en était un. Cette année, justement, Maxime, c'est pas mal retrouvé, mais l'équipe au complet semble avoir trouvé une stabilité, une certaine chimie. Là. C'est à quoi tu pourrais attribuer ça? Là? Ben, je reviens à ce que je disais un petit peu au début. Là, c'est notre défensive. Honnêtement, on n'a rien à envier à personne dans la ligue de ce côté-là. On a des gros bonhommes qui sont capables de frapper, qui bougent le puck. Fait qu'on a toujours eu quand même une couple d'attaquants assez skills qui sont capables de la mettre dedans, mais les premières années que j'étais là, pas dénigrer personne, mais on n'avait peut-être pas la profondeur qu'on a cette année. Puis là, présentement, je trouve qu'il y a autant à l'attaque qu'à la défense, puis on a 2 bons goalers aussi dans le net. Là. Fait que, c'est surtout la profondeur équilibrée sur nos 3 lignes, nos 6 défenseurs et nos 2 gardiens, parce que je regarde les autres équipes dans la ligue. C'est sûr que là, avec la nouvelle équipe, on dirait que ça a équilibré un petit peu la ligue au complet. Puis ça, c'est bien. Mais on a Tiff qui est une vedette offensivement. Mais à part ça, on a Piper qui est une vedette depuis 25 ans ou 30 ans dans cette ligue-là. Ouais. Mais on avait peut-être pas 3 gars de première ligne qui punchaient comme, par exemple, les gars de Sorel l'année passée. Je pense qu'ils étaient les 3 premiers scoreurs dans la ligue. On n'avait peut-être pas ça, nous autres, de notre côté, mais cette année, on a un top 6 qui produit en masse offensivement. On a une 3e ligne qui fait la job défensivement, qui est physique. Puis même chose avec nos defs. Là. À noter aussi que ta partie de 2 buts, 3 passes, les étoiles de la semaine ne sont pas encore sorties. Donc, demain, on va peut-être avoir des nouvelles, mais qui sait? L'étoile de la semaine dernière aussi. 3e étoile de la semaine dernière également. Là, Seb, je ne dormirai pas de la nuit là, si tu me dis ça. C'est pas moi qui fais les étoiles. Alors, je te disais pas du coup. Puis, moi, je voulais savoir un peu, tu parlais que tu fais partie du noyau du Cool depuis maintenant plusieurs années. Ta première, je veux savoir un peu comment toi t'avais vécu parce que tes premières séries avec le Cool, vous étiez fait sortir par les Éperviers en demi-finale. Là, vous avez comme pu avoir un peu une revanche l'année dernière. Puis toi, tu fais partie de ceux qui ont vécu les 2 séries. Fait que comment est-ce que tu as vécu ça l'année dernière? Puis le sentiment justement probablement d'avoir pu vous revenger contre l'équipe qui vous avait battu en demi-finale, puis de le faire d'une façon aussi spectaculaire que vous l'avez fait. Ouais, moi, ça faisait 2 ans je sais pas si c'était de suite avec la pandémie, là, parce qu'on avait manqué un playoff. 2 playoffs de suite que j'avais perdu contre Sorel, parce qu'à Trois-Rivières, on avait perdu contre Sorel aussi. Oui, c'est vrai en plus, ben oui. Fait que, je commençais à trouver ça tough un petit peu, le côté mental, aller jouer là-bas. Puis l'année passée, même les games qu'on a perdu, les 3 premières, je pense qu'il y en a une ça a été moins serré, là, mais les 2 autres, je pense que c'était par un goal, puis on savait que ça aurait pu virer d'un bord puis de l'autre. Juste ça créait une confiance de notre côté qu'on allait jouer là-bas. Puis, j'ai pas senti les gars, même si c'était une game qui avait pas de lendemain, les gars, ils étaient loose dans la chambre, il n'y avait pas de stress, on était confiants dans ce qu'on pouvait faire. Puis, comme de fait, là, le vent a viré de bord, on a scoré un goal en OT, je pense que c'était Pete Veillette qui avait scoré. Puis, ainsi de suite, là, on a créé un momentum. Puis, un coup que tu te mets à gagner, tu crées le doute de l'autre côté. Puis après ça, on dirait que dans ta tête, tu es invincible. Puis, on a remonté ça en 7 pour on est allé chercher. Là. Est-ce que tu dirais que c'est ton moment le plus marquant dans la Ligue nord-américaine jusqu'ici? Non, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça a été le
Je pense, de ce que j'avais compris, ça a été la première fois que ça avait été fait dans la Ligue de remonter 0-3 à cette game. Le feeling dans la chambre après la game, là, c'était comme si on avait gagné la coupe. Là. De repartir le moral à 0 puis de gagner 4 games en ligne. Puis, non, c'était incroyable. La bière va dû être bonne après. La bière était bonne, mais si je me rappelle bien, la Game 7, il me semble que c'était un dimanche. Puis... Ouais, c'était un dimanche après-midi. La bière, il y en a un peu moins quand on travaille le lendemain, puis il faut faire la route. Puis, t'as-tu un moment marquant, peut-être, de cette série-là que pour toi, personnellement, peut-être quelque chose s'est passé d'un match ou un... Ça, honnêtement, moi, personnellement, je n'ai pas nécessairement un moment marquant à travers cette série-là. C'est plus la façon qu'on a joué en équipe. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas personne qui a volé la vedette. Chacun a fait un petit peu des siens. Puis, nous autres, je pense que je jouais ça à 3, ce game-là avec Maldonado. Puis il avait scoré 2 goals. Je pense que c'était la Game 7 là, qui avait scoré. Après ça, le OT goal de Pete Veillette, ça a été pas mal le moment marquant de cette série-là, je pense. Là. Ouais. Le TIF qui dit Game 7, le warm-up, qu'est-ce qui s'est passé dans le warm-up Game 7? Hey boy! Je me rappelle pas de ça. Il pourrait nous en dire plus. Ouais, c'est ça. Là, je pense que le TIF, il m'a écrit en privé tantôt qu'il était en route pour retourner chez eux. Il est peut-être dans l'auto, il va peut-être pas répondre. Tu sais, il a une bonne mémoire aux affaires de même. Tu sais, puis il se rappelle des warm-up parce que tu verrais sa routine de warm-up, là, ça en donne mal à la tête. Il dit TIF, étais-tu à l'heure? C'était quoi? Il avait-tu manqué le warm-up au complet, l'affaire de même? Peut-être. Ça me dit quoi, ça? Ça se peut que ça soit ça. Ça me dit quoi, ouais, qui t'arrive juste avant la game. Ça se peut que ça soit ça. TIF. Pas de warm-up. Ouais. Il était coincé à cause du traversier. Ouais, c'est ça. Le traversier. Traversier. À Game 7, hein? Il reste à Montréal, Game 7. Le gars de Sorel aurait dû briber le gars du traversier pour empêcher Guillaume puis Nadeau de venir à la place. Ah, c'est ça. Les deux ont fait un tour de chapeau en game. C'est vrai. Alors, c'était une méchante game, ça. Je voulais savoir aussi, tu disais que tu avais étudié là, en finance, tout ça. Tantôt, tu disais que tu étais revenu au Québec tu avais une job à Québec. Mais est-ce que c'est dans ton domaine? C'est dans quoi tu travailles présentement? Oui, là, je travaille, dans le fond, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Là, fait que je travaille au niveau des placements. Fait que ça fait à peu près 5 ans là, que je suis dans le domaine. J'ai changé d'institution financière. Ça fait 3 ans que je suis à la même place. Fait que ça fait à peu près 5 ans que je suis dans ce domaine-là. Là. Puis c'est là-dedans que j'avais étudié. Fait que éventuellement, je savais que j'allais me diriger vers là aussi. Là. Tu travaillais-tu avec Michael Baudouin? Parce qu'il m'a écrit tantôt, là, il m'a dit... Non, je le connais bien, Michael Baudouin, je connais bien, là, un gars de Québec, ça. Ouais, exact. Ça a tout fait, ça. Ça a tout fait dans sa vie, ça, Michael Baudouin. Mais non, je travaillais pas avec. Lui, il est dans les hypothèques, là, il est courtier hypothécaire. Là. Moi, j'étais vraiment là, je travaillais à la caisse, avec des placements. Tantôt, en privé, il m'a écrit est-ce que tu veux, il a demandé qui compte la fois qui avait la tête basse dans le junior. La tête basse dans le junior? Ouais, je pense que c'est par rapport peut-être à une de tes blessures que tu parlais tantôt. Ouais, ben ça doit être. Quand dans le fond, une game, ma 2e saison à Rouen, c'est question de bien commencer la saison, là. Training camp, les games hors concours, ça va super bien. Jouer, c'est première année junior, je veux pas, c'est toujours un petit peu plus tough. Là, j'arrive 2e saison, gonflé à bloc, je jouais sa première ligne avec Sven Hendrick-Gatto qui a joué un petit peu avec le Canadien. Là, ça allait super bien. Première game de l'année, nous autres, on était comme pas mal dans le bas du classement, mais c'était prévu qu'on finisse pas mal dans le bas fond. Là. On jouait contre Shawi qui recevait la coupe. Je pense ça finit par un goal. Perdu par un goal, fait une coupe de points, ça allait super bien. 2e game de l'année, le lendemain, on joue à Gatineau dans le vieux Bob. Là, je me fais ramasser le coude d'en face,
4 fractures de la joue. Je joue pas pendant un mois. Fait que, après ça a descendu un peu mon niveau d'excitation pour cette saison-là. Deuxième game de la saison. Ouais, deuxième game de l'année. C'est bon, pas chanceux. Ouais. Fait que, non, c'est ça scrapait le momentum que j'avais un peu. Là. Mais bon, ça fait partie de la game. Il y avait une question, justement, tu parles de Sven Andrigato, là, il y avait une question, je pense que c'est Sarah Pilote qui l'a posée tantôt. Quel joueur là, avec qui tu as joué qui était peut-être le meilleur? Il ne faut pas tout poser les questions dans non plus. Sinon, c'était dans tes questions en rafale, ça? Ben on va attendre. Tantôt. Sinon, je n'en aurais plus. Là. Bon, on va y aller avec des photos de bord. Des petites photos. Mais il y a peut-être une photo plus drôle, là, mais c'est pas si pire que ça quand même. Il y avait une photo, je pense que tu parlais tantôt de ta famille de pension. Ça se peut-tu que justement. Ouais, exactement. Ça, c'était à Star, ils ont pas mal vieilli. Hein. Lui, dans le milieu, c'est Francis Perron qui a joué à Rouen. Lui, il jouait à Rouen dans cette année-là. Là. Moi, j'étais rendu à Québec. Fait que lui, je pense qu'il était capitaine quand ils ont gagné la Coupe, une couple d'années après. Fait que les deux autres, c'est les petits bonhommes de pension. Il y avait une petite photo ici, justement, là, avec les draveurs. Ouais. On avait du beau stock avec les draveurs, c'est de valeur. L'uniforme, c'était vraiment. très inspiré de l'ancien, mais ouais, il était vraiment beau. Pour vrai, c'était le plus beau chandail dans la ligue, d'après moi. Là. Il y avait ici M18 avec le Blizzard. Oui. Midget 3, c'était une belle année. Midget 3, oui. On n'a pas gagné. On a fini premier au classement. On a gagné le classement général. Mais finalement, en playoff, ça n'a pas été comme on voulait. Parce qu'on a eu une couple de blessés dans la game, des suspensions aussi. Fait que on était pas mal short line-up en début des playoffs. Puis la première ronde, dans ce temps-là, je pense que je sais pas si c'était un 2-3 ou une affaire de même. Là. Fait que ça n'a pas bien été. Ouais, donne pas bien droit à l'erreur. Non. Petite photo ici de 193, c'est ça? Ouais. Ben non, c'est pas 93, c'est mon année de naissance. Ça. Ah, ok. Ouais, je me suis dit, Colin. Non. Yeah. Si c'est 93, il y aurait peut-être Piper là-dessus, je sais pas. Alors, c'était avant ça, Piper, d'après moi. Ouais, c'est ça. Petite photo ici. T'es un adepte du deck hockey aussi? Ouais. Ah ouais, ben un peu moins maintenant. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus de temps. Là, on jouait pas mal. Mais là, ça fait une couple d'années que j'ai pas joué. Là. Okay. Fait que si je te demande si tu penses un jour jouer dans la LNHB l'été. Non, pas en tout. Aller rejoindre le TIF à Boucherville, là, quelque chose de même. Là. Encore moins. Non, ça fait un bout que j'ai pas joué au deck. Là, à un moment donné, manque de temps. Ouais. Et le clou dans ta photo. Voilà. Je sais pas c'est à quelle occasion, mais une prise de quelle chemise. Non. Il y a des signes chinois. Ça, c'était un gag avec ma belle famille. Ouais, c'était pas ton look de l'époque, j'espère. Non. Ah non, le kid derrière dans la vie de tous les jours. Là. C'est de même que je travaille à Jeff. Il approuve les placements. Non, c'est ça. All right. Fait qu'on y va-tu avec tes petites questions en rafale, mon deck? Yes, donc question, tu fais juste répondre pratiquement la première chose qui te vient en tête. Parfait. Donc, Larry qui avait écrit quelque chose. Là. Larry, avec les drivers, il dit qu'il me feedait pour me mettre sur le tape. Petite histoire là-dessus. Notre Larry, j'avais joué dernier chiffre de la game parce qu'on savait que c'était pas mal la dernière année des drivers, je me rappelle bien. Là. Au Colisée, la saison, j'embarque sa glace avec Larry. Je le feed dans le slot. Il est one-timer. Il a une bonne shot, Larry, pareil. Je pense qu'il pogne l'épaule du goaler, finalement. Il n'a pas scoré, là, mais c'est plus moi qui le feedais que l'inverse. Ça aurait été le fun, son dernier chiffre en plus. Ouais.
Donc, fait que c'est ça. Les questions, juste première chose qui te vient en tête. Fait que ton premier souvenir de hockey. Premier souvenir de hockey qui me vient en tête, j'ai envie de dire repêchage junior majeur, ça a été un beau moment. Sinon, les premières fois que j'ai joué en Suisse, là, je m'en rappelle encore, même si j'avais 5-6 ans. Là, c'était pas mal ça. Ouais, c'était plus dans la première fois que tu as mis des patins. Ton premier premier souvenir de hockey. Ouais, mais le premier souvenir, c'était en Suisse. Patinoire extérieur à Lausanne. Il y avait comme 3 grosses glaces réfrigérées. Puis c'était avec ma mère qui m'embarquait sur la glace parce que mon père, il avait pas mal de hockey à ce moment-là. Là. Fait que j'ai participé pas mal à cette glace-là. C'était-tu un paysage montagneux dans le background? Non, Lausanne, c'était quand même en ville, là, mais c'était vraiment une glace extérieure, mais comme une glace olympique avec 2 autres glaces d'un bord puis de l'autre. C'était vraiment bien fait. Parfait. Donc, ensuite, ton idole au hockey ou ton joueur préféré? Idole au hockey, j'ai pas vraiment de joueur préféré. Je dirais que le fameux Crosby, moi, ça a été ma génération comme modèle de leadership. C'était pas mal lui. Là. Sinon, j'ai pas de gars. J'aimais bien Pavel Datsyuk aussi quand j'étais jeune. J'essayais de moduler un petit peu mon jeu en le regardant jouer. C'était pas évident, là, mais c'était pas mal mes 2 joueurs que je checkais beaucoup. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Athlète préféré en dehors du hockey... encore une fois, je suis pas quelqu'un qui a des idoles tant que ça. J'aime un peu tous les sports, que ce soit le golf, Tiger, le voir jouer, c'était incroyable dans son prime. Là. Mais j'ai pas vraiment de. Je pense vite de même. Là, c'est pas mal plus Crosby ou des gars comme ça. Là. J'ai pas vraiment d'idole à part ça dans le monde du sport. Là. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Je n'avais pas nécessairement jusqu'à temps que je rencontre Tiff. Parce que le Tiff, là, c'est comme si quand on rentre on stage dans une émission de TV, là, quand on passe le pre-game avec lui. Là. On a une petite routine là, avec les gars avant la game. On a commencé à faire ça cette année avec Mathieu Roy, Tiff, Philudon, Mathieu Gagnon. On est les derniers à embarquer sur la glace. Fait qu'à un moment donné, on se met à gosser un peu. Puis ça finit qu'on gagne. Fait qu'on en gagne un autre. Fait qu'on fait encore la même affaire 25 games après. C'est quoi ça, gosser un peu? Chacun a le poignet de main, là, tape ses pads, tape à gauche, tape à droite. Puis... OK. Faudrait le voir pour le croire. Là. C'est assez compliqué. On le voit-tu dans le couloir un peu ou c'est vraiment. Ouais, c'est dans le couloir. Là. C'est vraiment dans le couloir. Là. On va demander à Samuel Busque là, s'il nous écoute prochaine ou s'assurer que les caméras TVLNH soient braquées là-dessus avant que le coup d'embarque arrive. Ah ouais, c'est ça. Il va falloir trouver un nom. Il y a le Triple Low 5. Là, il y a peut-être pour le coup la fin. Ça va être assez compliqué. Je m'en à Tiff encore une fois. Là. Ouais, un nom là-dessus. Ton coéquipier le plus drôle? Coéquipier le plus drôle? Coéquipier le plus drôle. On a une couple de moineaux quand même. Moi, je suis capable d'avoir du fun aussi dans la chambre. Sinon, le Tiff, il est capable. On mettrait tout seul dans la chambre, personne ne dit un mot, puis je pense qu'on va pas s'ennuyer. Mais honnêtement, à Saint-Georges, on a une méchante belle gang. Là, les gars, on s'accorde un petit peu là, toute la gang. Là, ça fait une couple d'années que le corps est quand même là. Puis, pas mal tout le monde est dans le même moule. Là. Le meilleur joueur, justement, la question. Le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière? Je dirais Anthony Duclair. Normalement, il avait 17 ans cette année-là, me semble. Ouais. Il y avait aussi Grigorenko qui était là. Il avait commencé l'année à Buffalo. Fait que, dans le junior, Grigo, il était vraiment solide. Dans les pratiques, André Ghetto à Rouen, je suis sûr que l'équipe était moins bonne. Là. Peut-être que ça apparaissait plus, mais dans les pratiques, André Ghetto, il faisait ce qu'il voulait. C'était l'enfer. Là. Fait que ça a été pas mal les 3 joueurs, les meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Là. Sinon, je sais pas si c'est une autre question là-dessus. Là. Anecdote particulière, j'ai
Ouais, J'ai joué une game en Suisse contre le bon vieux Alex Kovalev. Ah ouais? Lui, il était propriétaire d'une équipe minoritaire, là. Puis il manquait des importés. Fait je pense qu'il avait peut-être 45 ans. Il était venu jouer une game. Mais il était pesant, il était imposant sa glace, le Covey. Il a perdu son casque pour montrer sa chevelure? C'est le seul gars en Suisse, là, tout le monde joue avec des visières, bien entendu. C'est le seul gars qui n'avait pas de visière. Il avait le droit. Ouais, c'est ça. Puis on le remarque pas tant que ça quand tu vois les gars à TV. Moi, je suis pas gros, là, mais Covey, il abaque sa glace, il avait l'air d'un monstre. Là. C'est sûr qu'il était en retraite aussi. Là. Il a peut-être pris une dizaine de livres de plus. Là. Mais tu sais, il était peut-être 6 pieds 3, 240 livres. Là. Il avançait pas trop, mais il était tough à tasser, moi, à dire. Là. Il avait-tu compté? L'avais-tu faire essayer une coupe de frein? Non, il n'avait pas fait grand-chose. Il avançait plus. Là. Sur le PP, il faisait des beaux jeux, là, mais il avançait plus. Là. Non, c'est bon. Fait que, on peut que si on compte Kovalev dans son prime, c'est tough à battre ça avec. Ouais, c'est ça. Comme contre Taylor. Ça aussi, on en a un peu parlé, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Ouais, c'est ça. C'est pas mal la Game 7, d'avoir remonté ça en 7 contre Sorel. Là. Mais on va essayer d'en créer d'autres cette année, des souvenirs. Ouais, bon, ça en vient en plus, les playoffs. Dans la vie de tous les jours, ton repas préféré? J'aime bien... j'aime un petit peu de tout. Je suis pas vraiment difficile, là, mais j'aime bien soit un bon steak ou un bon morceau de veau là, avec des pâtes. Là, fait que j'aime bien un petit peu de tout. Là. Je suis pas super difficile. As-tu un film préféré ou une série télé fétiche? Film préféré, série, non, pas tant. Film, j'ai pas d'idole, j'ai pas de film préféré. Les films que j'ai écoutés 15 fois, ça a été les Hangover ou les Boys. Là, fait que j'ai pas de film tant que ça. Là. Et ça ici, le TIF, il est écrit un moment. Ça a été. Le Norm, il disait cool. Quand on était à Trois-Rivières avec des draveurs. Ouais. À la fin de l'année, on avait collé une coupe de points, une coupe de game qu'on avait ramassé des points. Fait que là, on commence à se créer un momentum. Game 1 des playoffs contre Sorel. Ou Game 2. Qui débarque dans la chambre? Normand Flynn. Fait que le propriétaire il avait demandé, je pense que c'était un de ses chums, là, il avait demandé à Norm de venir nous aider à coacher. Mais tu sais, il connaissait pas personne. Et oui, il connaissait la ligue un petit peu comment ça marchait, là, mais il connaissait pas personne dans la game. Puis il nous faisait du vidéo avant la game. Les gars se disaient, ouais, là, ça manquait un peu de sérieux, cette bout-là de l'histoire. Là. Wow. Avez-vous gagné, par exemple? C'était la Game 2, je me trompe. Non, je pense. Je sais pas si c'était la Game 2 ou la Game 1 qui était là, mais je pense pas qu'on avait gagné. Mais il était là une coupe de game, je pense qu'il était là à Sorel aussi. OK. Parce que cette série-là, vous aviez quand même bien perdu. Perdu 6-0. C'était pas convaincant, la vidéo. Ouais, mais je me rappelle, cette série-là, Sorel avait fini premier, Trois-Rivières avait fini dernier, puis Trois-Rivières avait donné des sueurs froides à Sorel-là. Ouais, on avait gagné une game ou deux là, au début. Là. Game 3. Merci, Fern. On a un encyclopédie. Ouais, Fern qui est là pour nous aider. Puis, ma dernière question, c'est si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show, là, présentement, j'aime bien gros Morgan Wallen. Des artistes de même. Là, c'est sûr qu'on avait au festival Luke Combs cet été. De le voir dans un stade, là, ça serait pas pire, dans un arena. Mais Morgan Wallen, j'aimerais bien ça. Il vient à Québec prochainement, mais je pense que ça a été sold out en 5 minutes. Fait que, ça sera pour une prochaine fois. C'est un artiste country. Ouais, c'est ça. C'est pas mal un des gros noms country présentement, là, des nouveaux. Là. T'es-tu du genre à aller, admettons, au Festival Western ou ces affaires-là? Ou... Non, je vais au festival d'été, puis ça se résume pas mal à ça. Là. Mais, des œufs dans le vinaigre, là, puis des langues de porc, là, non? Non, pas tant, non. Le chapeau.
Chapeau, c'est André Thibault, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Chapeau de fermier. Ouais, good. Fait que ça fait le tour un peu de mes questions. Fait que sinon, pour conclure, vous avez quand même une fin de semaine un peu spéciale parce que c'est rare que ça dans l'Union américaine. Mais là, vous avez 2 matchs à la route en fin de semaine. J'imagine que ça va être une bonne occasion pour... vous êtes déjà très proches, là, mais pour tisser les liens encore plus entre les boys à l'aube des playoffs. Oui, vraiment. Puis ça, vous l'avez dit en entrée de show, là, toutes les games, présentement, c'est des games qu'il faut gagner pour le classement. Le classement est tellement serré que on ne peut pas se permettre d'en échapper une. On voit à Jonquière vendredi que eux autres, je n'ai pas regardé le classement exactement, là, mais je pense qu'il y avait un point de différence avec des games en main là-dedans. Là, fait que c'est une game qu'il faut absolument aller chercher. Puis même chose à Montcalm dimanche. On ne peut pas échapper de points à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, si on veut rester dans l'eau du classement. Là. Si vous voulez avoir un avantage à race. Puis même là, que la première position, c'est plus aussi décidé que ça l'était. Là, avec votre victoire contre les Pétroliers samedi, tout est resserré. Là. Vous êtes 4 points en arrière de Laval avec un match en main. Fait que techniquement, vous pourriez être à 2 points en arrière. Il n'y a rien de décidé là-dedans non plus. Fait que exactement, c'est ça. Le classement, il est pas mal à jouer. Là. Jonquière, je pense qu'ils ont tombé 2e, ils sont à 3, vous à 4. Puis, en tout cas, tout le monde est proche, là, c'est serré. Puis sinon, un autre sujet que je voulais apporter vite rapidement, c'est les fans à Saint-Georges. Je pense que Saint-Georges fait quand même un très bel job depuis quelques années là, de renforcer le club. Là. Toi-même, tu l'as dit qu'avant, vous aviez peut-être pas autant de profondeur, là, sans rien enlever aux joueurs qui jouaient l'avant, mais tu sais, comment est-ce que tu qualifierais l'appui de la foule cette saison? Vous avez quand même des très belles foules, pas mal à toutes les semaines. Là. C'est rare cette année que vous avez eu en bas de 1200, mettons, là, à peu près. Oui. On a vraiment... oui, l'organisation fait un job numéro 1, là. Déjà, avec des joueurs, on est traités comme des pros, c'est incroyable. Puis avec les fans, il y a la promotion qui est faite. On a des bons fans. On a un bon fanbase quand même depuis une couple d'années. Là. Même les années que ça allait moins bien, on avait toujours quand même pas loin de 1200 peut-être. Là. Fait que non, on a vraiment des bons partisans à Saint-Georges. Là. Puis en play-off, d'autant plus, là, la cabane se remplit assez rapidement aussi. Là. Est-ce que tu aurais peut-être en terminant un petit message là, à dire justement aux fans de peut-être revenir vous voir là, après les 2 matchs sur la route? Oui, parce que là, on ne joue pas à la maison avant un bout là, quand même. 2 games sur la route comme ça, puis je pense qu'on joue un autre game sur la route avant de revenir à la maison. Fait que oui, on a hâte de revenir à la maison, c'est sûr et certain. Jouer à Saint-Georges, c'est de notre côté, surtout cette année, avec l'équipe qu'on a, on ne veut pas en perdre à la maison, puis on veut donner un show aussi. Fait que le classique venait en grand nombre. Ouais, c'est ça. Good. Bon, ben, on va te souhaiter une bonne fin de saison, le Kid Verret. Ouais. Bonne fin de saison, des bonnes séries. Le Cool FM, là, qui est une équipe excitante à avoir joué. Puis je pense que justement, si on parle des partisans, des foules, les gens sont au rendez-vous cette année. Continuez comme ça. Continue ton bon travail, monsieur le Kid Verret. Ben oui, c'est gentil, les boys. Merci de ton temps d'être venu sur le show, d'avoir répondu présent. Ça fait plaisir, c'était bien le fun. Très apprécié. Merci, là. Salut, les boys. On se reparle. Salut. Yes, donc c'était Anthony Verret, attaquant du Cool FM de Saint-Georges, lui qui va probablement être encore une fois nommé dans les étoiles de la semaine cette semaine avec la fin de semaine qu'il a connue, puis qui connaît présentement au niveau des points sa meilleure saison en carrière dans la Ligue américaine. Donc, à surveiller avec le Cool, surtout quand il est jumelé à Maxime Lacroix et Yannick Tiffu sur la même ligne. Apparemment, ça fait des flamèches. Donc, voilà. Alors, suite à l'entrevue, je pense que je mettrais peut-être la table pour la fin de semaine qui s'en vient, parce qu'il y a quand même 7 matchs en fin de semaine. Il va y avoir du hockey du jeudi au dimanche. Fait que ça va être très, très rempli comme calendrier. Ça commence jeudi à Laval. Une reprise du match de vendredi dernier, Thetford à Laval, encore une fois.
Je pense qu'avec le match que ces deux équipes-là ont joué vendredi dernier, ça risque d'être quand même assez intéressant, là. Un match que Laval est allé littéralement voler, puisqu'ils ont marqué à 5 secondes la troisième période, puis en prolongation. Puis là, encore une fois, Thetford, qui même avec la défaite, est quand même, réalistiquement, s'ils gagnent jeudi, peuvent encore espérer au premier rang dans la Ligue nord-américaine. Ça va être à surveiller. Donc, un gros match. C'est ça, oui, ils ont des matchs en main encore. Fait que, là, les matchs en main vont un peu baisser parce que Thetford aussi ont une fin de semaine assez rock'n'roll. 3 matchs en fin de semaine pour Thetford. Jeudi, vendredi, samedi. Fait que ça risque d'être... Bobby risque de faire une rotation de ses joueurs peut-être, parce que 3 matchs en 3 soirs, ça risque d'être rough pour quelques joueurs, parce que ça prend du cardio. Il faut être en forme. Donc, vendredi, après de ça, Thetford va être de retour à la maison pour affronter les Éperviers. Donc, les Éperviers aussi qui connaissent de très bons moments avec 7 victoires à leurs 8 derniers matchs du côté de Saint-Tracy. Il y avait une séquence, ça allait moins bien, là, ça s'est un peu redressé. C'est sûr qu'on dirait que, veut pas, l'équipe a vraiment été soulevée, je pense, par la situation avec David Lacroix. Je pense vraiment que c'est un gros facteur de motivation là, jusqu'à la fin de la saison pour les Éperviers. Puis je pense que ça paraît. Puis l'attaque qui débloque aussi. L'attaque des Éperviers qui avait beaucoup de misère depuis le début de la saison. Mais là, ça vient de produire des matchs de 7, 6 et 8 buts dans les 3 derniers matchs. Donc, vraiment à surveiller. Ensuite de ça, le vendredi, le match en rose, on en a parlé, les bâtisseurs de Montcalm à Rivière-du-Loup. Donc, toujours très intéressant match en rose. Les 3L qui, eux, sont dans une séquence qui vont un petit peu moins bien, mais aimeraient fort probablement sortir un gros match devant leurs partisans avec le match en rose pour probablement la plus grosse foule de la saison, là, aller chercher une victoire pour les partisans. Les bâtisseurs, eux, qui coup ça ces temps-ci, là, je sais qu'ils ont seulement joué un match la semaine dernière, mais ont quand même 2 défaites de suite présentement. Donc, eux, avec, veulent se redresser. Ensuite de ça, la bataille même si c'est très serré, c'est quand même une bataille un peu pour la 2e place vendredi, alors que le Cool FM va être à Jonquière. Donc, ça risque d'être très intéressant. Samedi soir, donc le dernier match de Thetford de la fin de semaine, eux vont se transporter à Rivière-du-Loup, les 3L aussi, qui ont un calendrier un peu spécial, 2 matchs à la maison, coup sur coup, en fin de semaine. Donc, peut-être que, tu sais, les 3L, on ne sait jamais, 2 victoires à la maison, ça donne du momentum en maudit. Donc, peut-être que ça va pouvoir redresser un peu leur bateau en fin de semaine. Donc, face à Thetford Mines, qui, eux, vont être à un 3e match en 3 soirs. Fait une belle occasion pour les 3L aussi, peut-être, d'aller chercher une victoire là-bas. Dans l'après-midi, le samedi après-midi, le match opposant les Éperviers aux Pétroliers du Nord que les Écardins. Donc, un match samedi après-midi, c'est un peu plus rare. Donc, soit un autre match intéressant parce que les Éperviers aussi, eux, avec leurs 7 victoires en 8 matchs, remontent dans le classement. Donc, s'ils veulent espérer avoir une petite chance, une mince chance de finir premier d'ici la fin de la saison, se doivent de remporter ce match-là. Et puis, on finit ça dimanche après-midi avec le Cool FM à Montcalm. Donc, les bâtisseurs aussi, ça va faire 2 semaines là, qui n'ont pas été à la maison. Donc, j'imagine qu'ils ont hâte de retrouver leurs partisans. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un match là-dedans qui t'allume plus que les autres? Sébastien, as-tu un match que tu as hâte de voir le match et les résultats en fin de semaine? Ah ben, tu sais, tous les matchs là, sont quand même très, très excitants, là, pour vrai. Mais je t'avais parlé là, que moi, je voulais peut-être aller samedi à Sorel. Mais je pense que ça va peut-être pas m'adonner. Fait que ça se peut que le dimanche, Cool FM contre Montcalm, que je vais peut-être aller à l'Arena. Ouais, un petit dimanche après-midi, ça se fait bien. Ouais, c'est ça, le dimanche. Mais non, c'est tu sais, puis je vais montrer le classement là, pour vrai. Là, parce que, ouais, mais c'est ça, 7 matchs en fin de semaine, ça risque de bouger. Là, ça risque d'être différent, très, très différent mardi prochain. Puis Thetford avec leurs 3 games en fin de semaine, c'est ça? Oui, Thetford, c'est ça. Thetford qui ont le moins de matchs de jouer.
ça risque de se replacer un peu justement avec 3 matchs en fin de semaine. Là. Toutes les autres équipes en jouent 2. Mis à part Jonquière. Donc, Jonquière joue seulement un match. C'est la seule équipe qui joue un match, Jonquière, mais toutes les autres équipes en jouent 2. Fait que ça va replacer un peu... Thetford avec autant de matchs que les autres équipes. Fait que ouais, ça risque d'être très, très intéressant à voir. Voir si justement, est-ce que Laval vont... Si Laval gagne leurs 2 matchs, ils vont un peu... Il y a encore une chance qu'ils se fassent rattraper, mais si Laval gagne leurs 2 matchs, il y a des bonnes chances que ça soit fini, qu'ils vont finir premier. Fait que ça va être le fun de voir justement si ça va être... le classement va encore avoir une bataille pour la première place jusqu'à la fin de la saison, si ça va un peu se régler en fin de semaine. Mais sinon, le match, peut-être que j'aimerais, j'ai parlé peut-être les games que j'irais voir en personne, mais les games que peut-être que j'aimerais voir, ça serait peut-être jeudi Pétrolier contre l'Assurancia. Parce qu'avec les suspensions qu'il y a eu à Laval, un peu l'adversité qu'il y a eu dernièrement, j'ai hâte de voir comment les pétroliers vont rebondir aussi et que les gens vont être derrière leur équipe. Je pense que c'est une belle occasion. C'est une belle occasion de montrer comment on réagit justement à l'adversité. Puis si ça va bien, là, après ça, on va pouvoir peut-être dire plus tard que ça va avoir été un point tournant dans la saison. Exact. Puis tu sais, depuis les acquisitions de Laval, les agents libres, puis les échanges, il y a comme beaucoup de monde pour le nombre de places disponibles à Laval. Et quand il y a des joueurs qui sont suspendus ou qui ne peuvent pas être là, ben, ça permet à des joueurs justement que peut-être qu'ils ont joué un peu moins de matchs, peut-être qu'ils veulent... Il y a des joueurs qui vont jouer en fin de semaine ça va être leur chance de démontrer à Pierre Pelletier que j'ai peut-être pas été dans le line-up aussi souvent que j'aurais voulu, mais là, je te donnerai pas le choix de me laisser dans le line-up, il va falloir que tu sortes d'autres gars. Fait que ça aussi, c'est des trucs intéressants à voir dans ce genre de match-là. Ouais, tu as raison. Il y a des joueurs peut-être qui vont tirer leur épingle du jeu, puis après, on va dire, ben regarde, lui, on ne peut pas l'enlever du line-up. C'est ça, des joueurs qui vont avoir des occasions. Je peux penser peut-être à des joueurs comme Zach Zorn qu'on n'a pas vu en fin de semaine, même des nouveaux joueurs comme Maxime Guillon puis Jonathan Joannette. Oui, c'est des bons joueurs qui s'amènent dans l'équipe, mais il y a déjà des joueurs déjà établis dans ces équipes-là. Chez Guillon a quand même connu une bonne fin de semaine. Mais tu sais, Jonathan Joannette doit jouer ses 5 matchs pour être éligible aux séries. Mais mis à part ça, c'est du genre de joueur que ça va être une chance de démontrer que les joueurs reviennent de suspension, qu'il va falloir trouver d'autres joueurs à tasser du line-up parce que ils vont avoir livré la marchandise. C'est des trucs des trucs à regarder là, en fin de semaine. Puis également aussi, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai pas de nouvelles de ça, mais Danick Paquette, après la séquence aussi, semblait se tenir l'épaule un peu. Là. Je sais pas s'il est blessé ou pas, mais outre les suspensions, si Danick Paquette est blessé, ça peut être un truc pour allier les boys quand le capitaine de l'équipe est blessé, que d'autres joueurs step up, entre guillemets, niveau leadership. Là. Ce genre de... Et sur la glace aussi. C'est ça, sur la glace et dans la chambre, les deux. Yes, ça va être une fin de semaine qui va être intéressante, mon Dave. Ça va être intéressant. Oui, c'est sûr qu'on va suivre ça. Moi, quand j'essaie le plus possible de pouvoir regarder les matchs, mais quand je peux pas, on dirait que je suis pas capable de m'empêcher de refresh la page à chaque 5 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe dans les matchs. Fait que, il va en avoir pas mal de ça en fin de semaine. Puis pour vendredi aussi, match en rose, on va espérer peut-être une victoire des 3L, là, des événements. Oui, c'est sûr. Des fois, on veut une petite coche de plus là, qui veut faire qu'on veut gagner devant nos partisans dans les matchs spéciaux. Ouais. C'est sûr qu'en tant que fan de la Ligue, on veut que toutes les équipes fassent bien, mais je pense que ce match-là, ça serait vraiment le fun que les 3S sortent un gros match et gagnent ça devant leurs partisans. Je pense que ça va faire du bien. Puis tu sais, les 3L aussi, c'est le genre de fin de semaine un peu clé parce que c'est 2 matchs à maison. Fait qu'on s'entend que toute l'équipe va coucher à Rivière-du-Loup. Là. Je pense pas qu'il y a des joueurs qui vont refaire peut-être les joueurs locaux, là, mais tous les joueurs qui viennent pas de la région, ils vont tous rester à Rivière-du-Loup. Fait que c'est quasiment un peu une fin de semaine sur la route
encore une fois, entre guillemets, pour ces joueurs-là. C'est peut-être le genre de fin de semaine qui peut être un point tournant dans une saison également, là, où je suis un peu, là, je sais pas, là, ça resserre, l'équipe se resserre et va chercher une victoire ou 2 victoires, juste des bonnes performances. Puis, donc, à voir ça aussi, mais c'est quelque chose qui va être à regarder en fin de semaine. Good. Donc, as-tu un petit quiz cette semaine, mon Dave? Ouais, j'ai un petit quiz, un petit peu dur en fin de cette semaine comme quiz. Je ne sais pas s'il y en a qui vont réussir à le trouver, mais j'essaie toujours de m'inspirer des invités qu'on reçoit. Donc, cette fois-ci, je me suis un peu inspiré plus du père d'Anthony Verret, Claude Verret, parce qu'il a gagné quand même plusieurs trophées dans sa carrière. Fait que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Puis, il n'a jamais joué dans la Ligue américaine, Claude Verret, mais il a gagné le trophée de recrue de l'année dans la Ligue américaine de hockey. Il y a seulement un joueur qui a gagné ce trophée-là, qui a également gagné un joueur qui a joué dans la Ligue américaine, qui a gagné le trophée de recrue de l'année dans la Ligue américaine. Je vais vous le dire, c'est très difficile parce que le joueur n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nord-américaine. Il a seulement joué quelques matchs. Quelques matchs? Oui. Puis je vais vous le dire, c'était lors de la saison 2010-2011. J'avais mon gars, j'allais dire Steve Larouche, mais c'est pas lui, ça veut dire? Non, mais c'était un bon gars, Steve Larouche. C'est un des bons joueurs qui a passé, là, mais... ouais, c'est un peu difficile. C'est le frère d'un autre joueur populaire qui a joué dans la Ligue junior majeure. Je dirais pas, il n'a pas joué dans son frère, n'a pas joué dans la Ligue américaine, mais des joueurs qui ont fait beaucoup de points là, dans leur temps dans le junior. Son frère a joué dans la Ligue nationale, lui, ou? Peut-être, je vais aller regarder. Lui a joué dans la Ligue nationale, par contre. Okay. Puis il a joué en 2010 dans... son frère a joué dans la Ligue nationale. Ah, moi, tabarouette. Ouais, c'est tough. Je sais pas si on a nos vieux de la vieille qui nous écoutent. Là, Il était recrue de l'année en quelle année, mettons? Il a été recrue de l'année en 91. C'est quand même un joueur âgé. Là. Ouais. Non, c'est pas Michel Picard, non? Non, Non. Il y a quelqu'un ça aussi, c'en est une des encyclopédies de la Ligue. Samuel. Patrick Lebeau. Ouais, Patrick Lebeau. Il a seulement joué 3 matchs avec 2 matchs avec le Saint-François de Sherbrooke en 2010-2011, qui avait connu toute une carrière avant ça. Il avait fait 101 points en 69 matchs lors de son année recrue dans la Ligue américaine. Donc, on cherchait Julie Miville qui demande c'était quoi la question. C'était un joueur qui a gagné recrue de l'année dans la Ligue américaine, qui a joué dans la Ligue nord-américaine. C'est ça? C'était quelqu'un qui a gagné le trophée de recrue dans la Ligue américaine. Ouais. Qui a joué dans la Ligue nord-américaine. Il y en a juste un? Oui, il y en a juste un. J'ai fait le tour. Ouais. C'est quand même rare parce que, tu sais, c'est rare que c'est des Québécois, first of all, qui gagnent ce trophée-là, tu sais. Fait. Ouais, quand même, Patrick Lebeau. Stéphane Lebeau étant son frère. Là, c'est ça, Stéphane Lebeau qui a joué avec le Canadien quand même. Il a gagné la Coupe Stanley en 93, notamment. C'est connu. Mais non, je pense pas que je l'aurais trouvé. Je pense pas que je l'aurais trouvé. Puis c'est quoi qui se passe, là, les messages, là? As-tu quelqu'un qui s'en vient ou? Ouais, ben, on va peut-être avoir un petit invité de dernière minute qui va venir nous dire salut avant de terminer le podcast. Donc, restez là. Ceux qui sont encore là, restez là. C'est plate, ça va être le fun qui puisse être là en même temps qu'il verrait, mais... On va lui donner un petit 5 minutes et il dit qu'il ouvre son ordi. Oui, on va lui donner un petit 5 minutes. Sinon,
Ben, pendant ce temps-là, je pense que ça peut nous parler aussi du... c'est un des principaux intéressés, là, mais quand on regarde aussi 7 matchs en fin de semaine, la saison qui achève, il y a les courses de meilleurs pointeurs de la Ligue, meilleurs buteurs de la Ligue. C'est quand même serré, ça avec. Présentement, le meilleur pointeur, c'est Danick Gauthier avec 44 points. Mais il y a quelques poursuivants de proches, dont un certain Yannick Tiffu. Excuse-moi, Danick Gauthier, 48 points. 4 points devant Yannick Tiffu qui en a 44. Nicolas Poulain, Maxime Massenauer égal à 42. Et après ça, c'est le défenseur des Éperviers de Sorel-Tracy, Gabriel Bilodeau, qui en a 40. Donc, top 5 là, qui, dans le fond, quand même assez bien garni là, de vedettes de la Ligue. Et au niveau des buts, Nicolas Poulain, le meneur, avec 21 buts. Suivi là, de très près avec 20 buts de André Bouvet-Morissette. Joey Rattel à Thetford connaît une grosse saison également, 19 buts. Ensuite de ça, il y a 2 joueurs qui en ont 17, Joël Caron et Danick Gauthier. Mention également là, à Maxime Saint-Cyr et Maxime Guillon qui en ont 16. Donc Saint-Cyr qui ne marque pas un aussi gros rythme que l'année dernière, mais quand même le 6e buteur de la Ligue cette année. Yo! Hey! 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 Salut Tess! Salut Dixon! Oui, allô Dixus. C'est officiellement la première apparition de Dixon au podcast, je pense bien. Première apparition. Allô? Allô? Ça va bien, les boys? Oui, ça va bien. Ça va bien, toi? Yes, il est tranquille en plus. Il vient de se réveiller en plus. Je me suis dit, ah là, en plus, c'est l'heure du bain, c'est l'heure du biberon, puis il dit pas un mot. Là. Il est quand même tranquille. Là. Ouais, il a l'air bien, il a l'air bien. Il travaillait tard. Hey, le chum, la caméra est par là, le chum. C'est quoi qu'il regarde derrière? Quelque chose qui attire son attention. Je sais pas qu'est-ce qu'il regarde, là, le chum. Le chum. Ouais, tu dis allô? On dit allô? Allez. Oh! Yes. Hey, bon show, les boys. À soir, je l'ai écouté rapidement. Ah, merci. Là, mais, merci, rapidement, le kid Verrette, là, incroyable comme kid. Là. Je l'entendais parler, vous avez posé comme question. C'est qui le gars le plus drôle dans la chambre? Anthony, vous l'avez vu un peu pendant le show. C'est un gars qui a un peu un humour, là, c'est toujours drôle. Il a tout le temps un petit mot pour faire rire. Puis, il a un peu raison sur ça. Là. On est une belle gang. Cette année, on a du plaisir, là, ce qui reflète sur la glace. Mais c'est un gars que j'ai eu la chance de côtoyer à Trois-Rivières, qui m'a suivi, que j'ai suivi ou qu'il m'a suivi, peu importe comment tu veux le voir dans l'échange. Puis c'est un gars que j'apprécie beaucoup à tous les jours de travailler avec. Là. C'est un gars qui est passionné par la game. Fait que, non, c'est un bel invité. Puis j'ai écouté l'entrevue aussi. C'est un gars qui est posé dans comment il parle. Puis, fait que sharp comme entrevue. Là. Ouais, c'est un bon gars, pour vrai, avec puis on dit ça une bonne verve. Il parle bien, des bonnes histoires, des bonnes anecdotes. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être un bon gars dans la chambre. Ouais, parle-nous donc un peu plus vous nous a parlé là, de votre petit rituel là, que vous avez développé cette année avant d'entrer sur la glace. Ouais, là, j'essaie de le tenir parce que là, il est pas facile. Non, c'est un rituel qu'on a. Tu le vois beaucoup à la télévision aussi, les gars, et tout ça. Puis c'est comme drôle parce qu'à la dernière game, tu sais, on est beaucoup dans ce rituel-là, que ce soit Mathieu Gagnon, Phil Hudon, Mathieu Roy. Il avait oublié Berger aussi, Bergeron. Puis, tu sais, en embarquant en troisième période, à la dernière game, il commençait à manquer de monde là, dans le rituel. Puis, ce qui est drôle dans notre rituel, c'est qu'on continue à faire le même rituel, les mêmes. Puis, c'est vrai, j'ai oublié Girard aussi, le goaler, quand il ne goal pas. Fait que c'est drôle quand les gars sont pas là, on continue le rituel, on fait les mêmes mouvements, mais comme si c'était dans le vide. Là. Le gars, il est pas Verrette avant d'embarquer à sa glace en dernière game en troisième, il dit il commence à manquer de monde dans notre rituel. Puis il restait Yudi, moi, puis Verrette. Il restait plus personne. Puis on n'en parle pas souvent, mais le monde de la Beauce, je pense qu'ils l'ont vu en fin de semaine, mais Mathieu Gagnon, il est blessé depuis une couple de games, puis il vient en arrière du banc, il est là, puis dans le rituel, Mathieu Gagnon, il est coach, puis il vient quand même vite dans le corridor avant qu'on embarque faire son rituel avec nous autres. C'est ça qu'on voit, que c'est un gars d'équipe, il n'est pas obligé de venir un vendredi, là, il pourrait rester à la maison, travailler, faire ses heures, puis il vient pareil. Fait que, ça montre à quel point qu'on est des gars qui
c'est comme un peu comme qu'il disait tout à l'heure, Verrette, on est des gars qui sont, c'est le même core un peu. Il y en a des nouveaux qui se sont rajoutés, puis on est resté proches pareil. Là, puis c'est ce qui fait que on a une belle saison cette année. Là. Comment ça a bougé le chum? Ouais, tu commences à voir comme les quick feet, ta passe à la glace quand ils patinent. Hein? Ouais, c'est pas rapide, les boys, c'est pas rapide. Donne-y le temps. Donne-y le temps. Ouais. Bon, je vais vous laisser parce qu'il commence à bouger un peu. Là, avant qu'ils se mettent à pleurer et que j'ai l'air d'avoir un mauvais bébé. Là. Comme là, ça serait parfait Venezuela de même. C'est bon. Ouais. Merci d'avoir fait ton tour, le TIF. Puis, salut, Dixon. Oui, c'est Dixon. Bye, Dixon. Bon, ben bye tout le monde, à la prochaine. Bye, ciao. Bye, mon gars. Hein? Dis bye, le chum. Yeah! Ah oui, salut. Et voilà. Wow. Et voilà. Quelle belle apparition. On a eu Dixon au podcast. C'est écœurant, ça coche. Première apparition dans les médias, qui sait, peut-être au repêchage de 2038, quand il va être repêché. Pour dire première apparition dans les médias, c'est pas aujourd'hui. Oui, ça va valoir cher. Là. On va pouvoir vendre ça à DS. Là, puis tout. Yes. Ça. Polo qui dit la soirée est faite. Oui, c'est une belle, très. Je pourrais pas penser à une meilleure façon de clore le show à soir. Merci à tout le monde d'avoir été là en grand nombre encore une fois cette semaine. On va avoir des bons matchs là, en fin de semaine. Regardez un œil là-dessus. Présentez-vous là, dans un aréna près de chez vous pour regarder ces bons matchs-là. La fin de saison arrive bientôt là, dans la Ligue nord-américaine. Puis on le dit que c'est le moment de l'année là, que les équipes prennent leur envol. C'est les séries bientôt. Puis je ne sais pas si tu voudrais peut-être dire, là, rappeler, je sais que le format des séries, c'est des questions qui sont revenues. Là, juste peut-être Dave dire le format des séries. Oui, donc dans le fond, première équipe au classement, un laissez-passer directement au deuxième tour. Fait que c'est quand même très, très important de finir premier. Fait que c'est pour ça que cette année, ça a encore plus d'enjeux. Ensuite de ça, première ronde, deuxième équipe contre septième, troisième contre 6, quatrième contre 5. Et puis ensuite de ça, c'est un 3 de 5 là, la première ronde. Et puis ensuite de ça, 4 de 7 demi-finales. Et avec les équipes qui restent selon les classements qui restent et finale ensuite de ça. Fait que, c'est ça la formule cette saison. Good. Donc, merci à Anthony Verret d'être venu sur le podcast. Très apprécié, le TIF Dixon qui ont fait une petite apparition. Merci Dave, puis merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, puis juste rapidement, Gaétan Beaulieu qui vient de poser une question. Sam Lévesque, malheureusement, j'ai pas de nouvelles sur. Je sais pas si c'est une blessure, c'est sérieux ou pas. Donc on va souhaiter pour le mieux. Je sais que c'est quand même une pièce importante du puzzle à Rivière-du-Loup. Donc à suivre. À suivre. Donc, merci, mesdames et messieurs, et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.